Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Les fonds d'investissement investissent dans des boîtes et ils veulent que les boîtes explosent et finissent en bourse. D'ailleurs, c'est un point important. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virgile, comment vas-tu ? Ça va très bien Alexis, et toi ? Eh ben ça va très bien, Virgile acte 2 en ce charmant vendredi dans le podcast du Human Factor de Yaniro. Que dire à part le fait que je suis refait ? Je suis très content que tu sois là, Virgile. Ça me fait très plaisir. C'était un épisode qui était très très chouette à enregistrer. Je pense que c'était un des premiers épisodes où on n'a pas réussi à le faire durer en dessous d'une heure, tellement il y avait de choses à dire et t'en avais encore sous la pédale. Et là, on est à plus de 50 épisodes au compteur et on commence à se dire, c'est le retour, quoi. On en refait, il y a des choses, on a encore des choses à se dire. Donc, en tout cas, welcome back. T'es le bienvenu ici, comme à chaque fois. Avec grand plaisir, Alexis. Franchement, c'était un vrai plaisir la première fois. Pas mal de gens m'en avaient parlé de l'épisode. J'entends encore des gens me parler de cet épisode. Donc, c'était un plaisir de le faire. C'était un plaisir de voir que les gens l'écoutent. Et un plaisir de revenir, donc. Ouais, et alors je sais que souvent je donne un petit peu d'éléments sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, parce que ça vous permet d'être un petit peu avec nous. Là, je partage le secret, parce que Virgile, il me voit, vous ne me voyez pas. Je suis en affaires de sport, c'est un scandale. C'est-à-dire que là, à la seconde où j'ai raccroché avec Virgile, on échange quelques politesses, et je vais me faire torturer par mon coach sportif, donc du coup, je prends de l'avance. Je suis déjà en affaires de sport, et Virgile ne me juge pas, parce que Virgile est comme ça. Si, je te juge. Non, mais par contre, je te juge complètement. Surtout que moi, pour une fois, j'ai fait un peu d'efforts, tu vois. Mais lui, il est top. Elle avait bien peigné, bien soigné. Donc, bref. Virgile, je vais te laisser te présenter parce que je pense que tout le monde n'a pas écouté le dernier épisode. Donc, très brièvement sur ton parcours avant Figures. On le dira juste après, mais l'une des raisons pour lesquelles on a eu très, très, très envie de te refaire revenir sur le podcast, c'est qu'il s'est passé un peu de choses entre la dernière fois où tu es venu, tu étais tout fraîchement sorti de Comet et maintenant où tu es donc CEO de Figures. Donc tu connais la routine. Je te laisse te présenter et présenter un petit peu Figures. Grand plaisir. Comme tu m'as dit très brièvement, j'ai compris le petit coup de pression qu'elle avait avec Alexis. Bien sûr. Donc Virgile, donc j'ai fait des RH toute ma vie, jusqu'à récemment. Donc je crois que je fais 11 ans de RH quand je compte. Donc je commençais dans des fonctions d'expertise, donc rémunération, SIRH dans des grands groupes. CAC 40, j'ai fait 6 ans dans le CAC 40, dont 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi en Australie, à Perth, où j'étais en expat avec Technip, maintenant Technip FMC. Ensuite, j'ai fait 3 ans chez Criteo dans les RH des équipes tech. Donc, que ce soit un peu de recrutement et plus RH généraliste pour toutes les fonctions tech entre la France et les US chez Criteo. Après, j'ai passé 2 ans chez Comet. À l'époque, c'est une start-up qui venait de lever sa série A, où une culture incroyable, des gens incroyables. Et j'ai passé 2 ans chez eux. Et après, on s'est parlé, en effet, juste au moment où je venais de commencer à fonder Figures, parce que j'avais eu un gros pain point chez Comet qui était, j'ai pas de données de marché fiables sur la rémunération en start-up en France. Modestement, j'ai tenté de faire quelque chose et j'étais en train de lancer Figures à ce moment-là. Et en effet, comme tu le disais, je m'attendais pas à être 18 mois plus tard dans la situation dans laquelle je suis, parce qu'en effet, pas trop mal marché, quoi. Parce que là, Figures, à l'heure où on se parle, pour donner quelques données, type est-ce que vous avez levé ou pas, et combien vous êtes maintenant, à quoi ça ressemble ? Donc Figures maintenant c'est 14 personnes, ça fait toujours plaisir de le dire. 14 personnes en CDI, on a 4 freelanceurs qui bossent avec nous de manière très régulière. On a en effet fait une petite levée de fonds, donc j'ai la joie de connaître ce process-là en fin d'année dernière. On a levé juste une petite levée de fonds dans notre contexte de 1,7 million auprès de 3 fonds d'investissement et une cinquantaine de business angels. Voilà, 2022, 1,7 million, c'est un petit seed. Il y a eu de l'inflation depuis 2015 et quelques. Exactement. Donc c'est un tout petit tour un peu ridicule, mais qui nous convenait très bien.
Yes. Et du coup, vous commencez à avoir un pattern et au-delà du plaisir de faire revenir Virgile, donc on s'est posé la question de ce dont on allait parler. Donc non, on va pas parler de rémunération parce que, enfin, pas particulièrement. Si vous avez envie d'entendre parler de rémunération, bah en un, vous allez contacter Virgile directement ou quelqu'un de chez Figures. En deux, vous écoutez l'épisode sur lequel Virgile a fait une masterclass sur la REM. En trois, vous écoutez Adeline de Gorgias dans un épisode pour voir un peu ce qu'ils font parce que on en parlait juste avant de lancer l'épisode. Enfin, moi, je suis bluffé de ce qu'ils font et Adeline est vraiment hyper abordable. Elle nous a ouvert le capot, enfin, elle nous a tout montré. Donc, on va parler d'autre chose, mais Virgile, en vrai, quand on regarde, tu disais, j'ai fait des RH toute ma vie, tu as fait des RH en tant qu'opérationnel à différents endroits, tu as été donc dans les fonctions de direction RH plutôt, en start-up, en grand groupe, et là, c'est une nouvelle aventure, tu es fondateur d'une boîte qui s'avère travailler plutôt pour la fonction RH, qui est Figures, et ce qu'on s'est dit un peu en off, c'est, mais est-ce que finalement, en étant maintenant à la place d'un CEO, tu as un œil différent sur les HR, quoi. Est-ce que tu peux te dire, ah ouais, mais finalement, ça, j'avais pas compris comment mon founder, il était saoulant là-dessus, et là, maintenant, je le comprends maintenant que je suis à sa place. Bref, c'est épisode de qu'est-ce qui se passe quand on passe de HR à CEO et qu'est-ce qu'on découvre. C'est bon? On est parti, on y va? C'est complètement le sujet, on est parti. Allez, et ben, je te laisse le prendre par le bout que tu veux, mais peut-être nous faire un chouïa de mise en situation de toi quand t'es rentré dans les chaussures d'un fondateur, parce que mon CEO, quand on est CEO d'une boîte de 1, ça veut pas dire grand-chose, mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans les premiers temps et jusqu'à le niveau de maturité dans lequel est Figures maintenant? En général, déjà. Je pense que c'est la diversité des tâches que l'on a à traiter et la quantité de choses que l'on a à faire à un moment donné. C'est assez, évidemment on s'en doute, mais je pense que c'est le premier point qui est assez surprenant en fait quand on se lance à ce moment-là. Alors déjà, juste un petit point, au début je me lançais, et on le disait un peu, on le sous-entendait un peu, mais je me lançais plus qu'en tant que freelance. Donc au départ, je voulais vraiment pas penser que ça allait être ce que c'est aujourd'hui. Donc au début, j'ai essayé, je fais une petite enquête de salaire via Google Sheet que je vends modestement à quelques boîtes où j'ai quelques boîtes qui participent. Et en parallèle, j'ai fait des missions de conseil parce que j'étais là, on sait jamais, mon petit truc de figure là, mon petit projet étudiant, ça va pas marcher, donc vaut mieux que je fasse du conseil à côté. Puis j'ai toujours bien aimé ça. Donc déjà au début, j'ai été freelance avant d'être entre guillemets fondateur et CEO. Donc c'est vraiment un point important. Mais une fois qu'on commence à l'être, en fait, c'est la diversité des tâches, quoi. En fait, on doit faire du commercial. Ensuite, on doit se frapper toute la partie juridique. On doit arriver sur la compta. On doit apprendre les bases de la finance. On doit arriver à traiter des prestataires, à trouver à un moment donné, chercher des bureaux. Enfin, un espèce de quotidien avec une diversité incroyable de tâches, une quantité de choses à faire aussi assez incroyable et qui en plus, évidemment, je pense que pour la plupart des gens, encore plus pour moi, vu mon background, me sortait complètement de ma zone de confort. C'est-à-dire que 90% de ce que j'avais à faire tous les jours, je ne l'avais jamais fait en fait. Et ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement déstabilisant. Et ça, peut-être... Alors, moi, je ne peux pas me plonger dans la peau de quelqu'un qui avait un rôle de direction en tant que salarié dans une grande structure, une structure en forte accélération, parce que j'ai été manager, mais c'était un autre contexte, on va dire, et directeur aussi. Mais par contre, je peux savoir ce que c'est le rôle de fondateur. C'est quoi la différence? Parce que franchement, pour en connaître des VP People, des HR, des tâches, il y en a plein, de la charge, il y en a, la variété, il y en a. Et là, c'est un petit peu différent pourtant, parce que tu l'as vécu chez Criteo, chez Comet. Là, c'est quoi la différence c'est qu'en effet, tu as des tâches très différentes quand tu es DRH et surtout avec un peu d'opérationnel. Mais là, c'est dans la nature même des tâches. Je me retrouvais à avoir des réunions avec des responsables juridiques sur discussions contractuelles sur le changement des contrats, à discuter avec la compta, et bon, ça, j'arrive toujours pas à le faire avec mon comptable sur l'allocation j'ai un vrai blocage de ce côté-là. L'allocation des ressources et des coûts dans les bons comptes et les montants à déclarer aux impôts, etc. À discuter avec des investisseurs c'est quoi ta stratégie de lever, c'est quoi ton equity story, etc. À faire du commercial, c'est-à-dire apprendre à faire du commercial, apprendre à vendre, apprendre à négocier, ce que je déteste absolument. Et dans la nature même des tâches et des interlocuteurs, c'est des grands écarts permanents en fait. C'est vraiment des grands écarts permanents, beaucoup plus que quand j'étais DRH. Qui en effet, il y a plein de tâches différentes, mais on restait à parler à une typologie de gens et dans une nature de tâches qui était quand même souvent avec certaines homogénéités. Alors que là, clairement, c'est pas du tout le cas. Et j'imagine que tu as aussi observé le fait que même si plus tu avances, plus tu élargis ta zone de confort, parce qu'à force, il y a des trucs, tu commences à savoir les faire, peut-être, je sais pas, le commercial, le machin, tout ça, mais qu'en fait, ça s'arrête
jamais quand même, parce que plus tu avances, plus tu as quand même d'autres tâches. Enfin, là, tu es Figures 14 personnes, c'est pas Figures 2 personnes, mais j'imagine que ça n'a pas trop bougé cette situation-là pour toi. Non, et ça, mais ça, après, c'est un peu propre aussi, je pense, aux entreprises entre guillemets en assez forte croissance, parce qu'en effet, on était 2 en septembre. Hein. Donc ça bouge vite. C'est le propre de ces entreprises-là, c'est d'être à l'aise avec l'incertitude, parce que dès que je commençais à être à l'aise dans mon rôle, dans mon quotidien, en fait, il change un mois plus tard. Parce que quand je commençais à être à l'aise dans ce rôle de on est 2, avec Bastien, donc mon associé et cofondateur, moi je fais un peu la partie commerciale, enfin je fais tout, lui juste la tech, enfin tout, c'est un peu pompeux, mais c'est un développeur incroyable, donc il faisait tout et moi j'essayais de gérer tout le reste, donc compta, finance, levée de fonds, commercial, administratif, juridique, etc. Et en fait, d'un seul coup, 2 mois plus tard, il faut que j'embauche, il faut que je commence à manager. 1 mois plus tard, il faut que j'apprenne à faire une levée de fonds, encore une fois, qui est très intéressant comme processus d'ailleurs. Et d'ailleurs, on n'en avait pas trop parlé, mais le parallèle entre la levée de fonds et les processus de recrutement sont assez marrants en tant que RH, je pense, et tous les biais que ça comporte. Et ouais, et en fait, dès que tu commences à être à l'aise dans ton poste change. Tu étais sur la France, maintenant je dois aller parler à des clients et des avocats et des gens en Allemagne. Puis d'un seul coup, maintenant on commence à lancer le reste de l'international. Maintenant on commence à avoir des employés en remote. On commence à avoir. Enfin, dès que tu es à l'aise dans ton rôle, t'as pas le temps de commencer à profiter du fait que bon, déjà t'es jamais vraiment à l'aise et que tu commences un peu à comprendre ton rôle et à l'appréhender. En fait, ton rôle a changé déjà 1 mois plus tard. Ouais, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais moi ce que j'ai découvert, quand je repense à tous mes anciens collègues, parce qu'on a toujours été dans des fonctions plutôt innovantes à tous les niveaux, très proche de l'écosystème startup, où la grande phrase c'est oui, alors bon voilà, on est salarié, mais on est un peu entrepreneur et tout. Bon, la réponse c'est non. Hein. Quand t'es pas dans une situation d'entreprendre, t'es pas entrepreneur et on ne peut pas se rendre compte du raz-de-marée que c'est. Je pense, hein, et c'est pas prétentieux, c'est juste moi j'avais aucune idée. Et moi la manière dont je me le suis représenté assez vite, c'est mais en fait, il faut faire tout, ou en tout cas, il faut que tout soit fait d'une manière ou d'une autre, et tu peux te retourner vers personne, ou pas vraiment. Enfin, en vrai, tu as la communauté des entrepreneurs, mais dans tous les cas, le truc tombe dans ta banette, quoi. Et et plus ça avance, plus il y a des gens à qui tu peux passer des trucs, des casquettes que tu avais avant, mais à la fin du fin, ça retombera toujours dans ta banette quand même. Donc ça, c'est un peu le côté fuite, ou en tout cas course sans fin de l'entrepreneur. Enfin, je voulais te le partager de ma fenêtre, quoi. Non, mais ça, c'est complètement vrai. Il y a 2 choses que je pense que tu as dit, c'est à la fin, ça retombe sur toi, quoi. Et il y a vraiment des moments où, à la fin, que ce soit seul, les décisions retombent sur toi, et même quand tu commences à avoir une équipe, il y a des moments, c'est on fait quoi, et en fait, tout le monde te regarde. Et donc, à un moment donné, comme tu dis, ça retombe dans ta banette. Et le deuxième point que tu as évoqué, qui est vachement intéressant, et surtout dans le contexte de la discussion qu'on a, qui est quelle leçon en tant que RH ou ex-RH, etc. C'est un peu le côté solitude aussi par moment on l'entend, il y a des gens, et c'est qu'en fait, à un moment donné, dans ton rôle, dans ce rôle-là, il y a quand même une certaine forme de solitude, plus que dans mes rôles d'avant. Parce que, et on entend, et je veux pas, ça sonne un peu pompeux, tu vois, il faut regarder les choses en perspective, mais la solitude du CEO, entre guillemets, ça sonne pompeux. Le mot CEO reste un peu pompeux, il y a des fois, j'ai un peu de mal à l'entendre me concernant, et c'est source de moquerie de mes copains-copines à juste titre. Mais il y a des moments où c'est vrai. Il y a des moments où c'est dur, et t'as personne à qui le dire. Parce que tu vas pas voir les gens de ton équipe en disant, en fait, là, je vais pas très bien, je suis stressé, je suis pas très confiant, je suis pas sûr qu'on va y arriver. Tu peux pas dire ça. Ouais, ça c'est Christophe Colomb qui se retourne vers son équipage et qui dit, les gars, des fois je me demande si on va y arriver, hein, ou si on va pas se bouffer les uns les autres dans 40 jours. Attends, tu peux pas. C'est exactement ça, tu peux pas. Et donc il y a des sujets chauds de futur de la boîte dont tu peux pas parler. On a eu des sujets, nous, par exemple, de potentielle acquisition. On a eu des approches où on a eu quelques approches pour en parler de ça, d'acquisition. Mais certaines d'entre elles, une des plus sérieuses qu'on a eues, etc. Le moment où on est arrivé, ça commence à se faire ou à progresser en disant, dans le sens où on pouvait considérer d'accepter l'offre. J'en dormais pas la nuit. Et le lendemain matin, j'arrivais avec mes grosses cernes, ça va, ouais, en fait, ma fille a mal dormi. Donc, tu vois, et tu peux rien dire, parce qu'il faut, la règle numéro 1, c'est tu en parles pas à l'équipe, tu dis rien tant que rien ne se fait, etc. Après coup, on leur a parlé, mais pendant tout ce moment-là où je dormais pas, où je m'arrachais les cheveux, etc., t'es seul. En fait, globalement, t'es globalement seul, sauf que moi, c'est pour ça que rapidement, on me l'avait conseillé, mais j'ai trouvé justement des conseillers, des gens, notamment un peu externe, qui est devenu mon confident, parce que sinon, t'es vraiment seul en interne, quoi. Ouais. Bon, alors,
je replace un petit peu l'objectif, j'allais dire, l'intention de l'épisode. Donc ça, c'était des éléments de contexte pour que tu racontes peut-être, que tu nous promènes un peu dans ton quotidien de CEO. Mais comme on le sait, il y a pas mal d'entre vous, auditeurs, auditrices, qui êtes plutôt du côté RH. Donc l'idée, c'est plutôt pour un Virgile qui connaît très 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 bien le métier à la fois opérationnel, de dirigeant RH, de manager RH, qui est de l'autre côté, de voir là, presque, qu'est-ce que tu dirais au Virgile du passé, qui était chez Criteo, qui était chez Comet, qui était très difficile à j'allais dire, se représenter sans avoir été de l'autre côté, du côté de founder en fait, ou de CEO, et que tu aimerais, j'allais dire, partager du coup au plus grand nombre. Et peut-être pour prendre les sujets dans l'ordre, le premier que tu avais un petit peu égrené tout à l'heure, c'était que quand tu es CEO, tu fais tout un tas de trucs et que donc la HR, c'est un sujet parmi les autres. Il n'est pas plus ou moins important. Comment ça change ta perspective si tu te revenais chez Comet, chez Criteo, qu'est-ce que ça changerait pour toi de savoir ça maintenant? Ouais, je pense que il y a deux choses que ça changerait. C'est vachement intéressant. En effet, on en avait parlé avant. Moi, je me souviens de ces fois, j'étais là, mais pourquoi mon CEO, juste, je lui ai demandé de faire ça, on a tel sujet, c'est super important, ça fait 3 semaines, un mois que je lui parle de l'amélioration du processus de performance review, et j'attends des réponses de sa part pour avancer, il le fait pas, c'est chiant, c'est super important, il réalise pas comment c'est clé, et tu te des montres fois, le bourrichon, tu dis il en a rien à foutre des RH ou des ouais, people voilà. ou pas autant, il se rend pas compte. Ouais. Et tu sais qu'il a du travail, mais en même temps, à la fois t'es conscient, parce que t'as un peu d'empathie, tu sais qu'il a autre chose à faire, mais en même temps, c'est ton monde à toi, c'est tellement important dans ton monde à toi, ces sujets-là, que le manque de mouvement, le manque de clarté, le manque de réponse te devient insupportable, et des fois, t'as un peu de ressentiment quand même. Et en fait, là, clairement, tu vois que même moi, qui ai évidemment un gros biais pour les sujets des ressources humaines, en fait, à tout moment, tu as plein de sujets et tous les jours, tu as 100 trucs à faire, tu peux en faire 5. Et c'est très dur de savoir quels sont les 5 à faire et à quel point les 5 sont plus importants que 5 autres. Et tu vois, un exemple clé, tu vois, la transparence, j'ai dit à un moment donné, la transparence des ranges de salaire ou des salaires sur les offres d'emploi, qui est un sujet important pour moi. Tu vois, je dis, il faut le faire. On a mis 3 ou 4 mois pour le faire, tu vois. Et alors que, tu vois, typiquement, c'est un sujet qui me tient à cœur, que c'est un truc que je pense est important. En fait, à tout moment, tu dis, tiens, je dois bosser là-dessus, je dois le faire. J'avais Guillaume qui m'aidait en freelance sur le recrutement, qui m'avait dit, tiens, vas-y, donne-moi, on bosse là-dessus, et je l'ai laissé traîner 3 mois. Alors que c'est un sujet vachement important. Donc, c'est un peu le premier point, c'est un peu on le sait, ça peut paraître bateau, mais de la compréhension, de la compassion sur la quantité de choses à faire et la difficulté qu'il y a à prioriser quand on est dans ces rôles-là. Et en même temps, ça amène au deuxième point, ça veut pas dire que le message, c'est, comprenez, chers dirigeantes RH, que entre guillemets les dirigeants ont plein de choses à faire, donc juste rester tranquille. Non, parce que ça veut dire qu'en même temps, il faut des fois pousser pour les sujets importants, parce qu'il y a plein de gens qui sollicitent, il y a plein de sujets à faire, et il y a des fois, ça veut dire qu'il faut savoir dire, écoute, je sais que tu as plein de trucs à faire, par contre ce sujet-là, il est super important. Donc je dirais que c'est dans la sollicitation des dirigeants, arriver à avoir le bon niveau d'urgence sur les bons sujets, quoi. Parce que en disant, moi j'ai 5 sujets, j'ai 10 sujets, ils sont tous super importants, ils sont tous urgents, et en fait il y a 10 autres personnes dans la journée qui vont dire la même chose, ça va pas aider. D'être capable de dire, je sais prendre du recul, et je sais dire, en fait j'ai pas mal de sujets dont j'aimerais parler, mais je suis conscient que si t'as pas beaucoup de temps, celui-là ou ces deux-là, c'est ceux qu'il faut qu'on traite obligatoirement, parce qu'ils sont super importants et prioritaires. Et du coup, de manière très concrète, si on se replace dans l'environnement Criteo ou Comet, comment tu jouerais ça? Comment tu ferais les choses légèrement différemment maintenant que tu as cette connaissance d'un quotidien de founder? Est-ce que c'est lors de tes one-to-one où tu dirais des choses du genre, écoute, je sais que ça déborde de ouf en ce moment, juste que tu saches, ce truc-là, il est clignotant. Si tu dois penser qu'à un seul truc de HR sur la semaine, c'est ça. Exactement, et c'est exactement ça, tu vois, c'est le côté priorisation on vient, j'ai une liste de sujets, ouais, mais en fait une liste de 8 sujets, et il va avoir 10 direct reports qui chacun ont 8 sujets, c'est trop. Et de dire, en fait j'ai pas mal de sujets en effet, mais je sais te sortir le 1 ou les 2 clignotants les plus urgents qu'il faut absolument traiter maintenant. Les autres, si on a le temps, j'aimerais bien en parler avec toi, mais cette notion de priorisation, je pense que j'ai pas toujours été bon à le faire, parce que dans mon monde, ils étaient tous importants. Ou un peu plus ou moins importants, mais tous importants. Et en fait, il y a plein de sujets tous importants, mais ils peuvent pas tous être traités dans ce monde-là. Et ce degré de priorisation et de bon niveau d'urgence, même d'être capable de dire, écoute, chaque fois que tu es débordé, on remet,
Par contre, juste, je peux te prendre 5 minutes demain pour traiter juste ce point-là qui est urgent et sinon on se parle la semaine prochaine. De sauver du temps en mode proactivement. Je sais qu'en fait, il y a plein d'autres sujets sur lesquels ça peut un peu attendre, où je peux avancer tout seul. Par contre, sur celui-là, j'ai juste besoin de 2 minutes de ton temps. En gros, il y a tellement en effet, dans ce rôle-là, de gens qui viennent avec des sujets de sollicitations externes, etc., qu'avoir des gens qui savent mettre le bon degré d'urgence, ça veut pas dire s'effacer, ça veut pas dire, écoute, je me doute que tu as plein de choses à faire, donc c'est pas grave si on s'occupe pas de moi. Mais ça veut dire s'imposer pour de la bonne manière, avec le bon format et le bon degré d'urgence, je pense. Et alors, ça amène une question qui est tricky quand même. C'est qu'est-ce qui est urgent? Qu'est-ce qui est important? Comment, toi, en tant que RH, t'arrives parce que tu as raison, quand tu es dans ton écosystème, et d'ailleurs, c'est hyper important, c'est tout l'intérêt d'avoir des personnes qui travaillent à fond sur une verticale, quoi. Comment tu arrives à dire ça, c'est important, urgent pour moi ou pour le périmètre RH, et au niveau du grand schéma global de l'entreprise, ça, c'est important, urgent, tout court. Et il s'avère que c'est un sujet RH sur lequel j'ai besoin que Virgile s'active un peu, quoi. Ouais, c'est une super question. Je pense que c'est pas facile d'y répondre. Il n'y a pas de réponse universelle, évidemment. Non, il n'y a pas de réponse universelle, c'est très contextuel, mais je pense qu'il y a 2 éléments importants. C'est en effet d'arriver à prendre ce recul sur, tu vois, tu mentionnais naturellement la matrice Eisenhower, important, urgent, important, non urgent. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie des trucs de productivité qui sont intéressants à intégrer pour toute personne RH, en fait, de vraiment prendre cette matrice-là. Je pense que c'est un super outil de priorisation. Et après, ça amène un deuxième point, et tu l'as dit, la différence entre c'est un sujet RH, c'est un sujet dans le business de manière générale, et c'est la capacité à prendre du recul et comprendre le business de manière générale, comprendre la situation, comprendre là où on en est, et d'arriver à remettre le RH dans le contexte de ce business de manière générale. Et ça, en fait, en préparant le podcast et en réfléchissant à c'est quoi les messages les plus importants, je pense qu'en fait, on revient là-dessus, c'est que et je pense que moi, c'est un truc qui a été assez important pour moi, mais même pas autant que ça aurait dû l'être, c'est la nécessité pour tous les dirigeantes RH, et même en fait, dirigeants opérationnels, je sais pas, mais toutes les personnes là-dedans, de se prendre beaucoup de temps pour aller comprendre le business et comprendre tous les endroits du business. Et ça, c'est super critique parce que une des premières vertus qui va qui va en lien avec ce dont on était en train de parler, c'est je sais remettre mon sujet dans le contexte du business de manière générale. Je sais dire que si on n'avance pas là-dessus, c'est une embauche clé pour l'expansion internationale. J'ai compris que l'expansion internationale, c'était un truc clé sur lequel on était attendu en interne ou avec les investisseurs, etc. Donc, je suis capable de dire à mon CEO, oui, tu m'annules mon one-one, oui, tu as autre chose à faire, mais par contre, tu me trouves 5 minutes pour parler de ça, parce que si on parle pas de ce point-là qui est bloquant, pour l'embauche tu vois, ton feedback sur un ou une candidate en fait, on va décaler l'ouverture de l'Allemagne, et si on décale l'ouverture de l'Allemagne, ça te met toi dans la merde à la fin de l'année, parce que tu nous as répété que c'était le sujet numéro 1, c'était l'expansion internationale. Tu vois, de remettre dans le contexte j'ai compris que le sujet numéro 1 de la boîte sur l'année ou sur le trimestre, c'est ça, et ce point-là, il te bloque sur ton sujet plus prioritaire, donc tu me trouves du temps. Et d'arriver à le remettre dans ce contexte-là, une des vertus, c'est priorisation, super important. Et typiquement, si tu fais l'exercice là un peu en live de repenser à tes années Criteo et Comet, alors on pourrait faire Technip aussi, mais qu'est-ce que tu n'avais pas compris ou pas compris de manière suffisamment fine, ou est-ce que maintenant tu refais le film en te disant ah ouais, non mais là j'avais pas compris ce truc sur le business, hein, j'entends vraiment très précis. C'est quoi les aspects business globaux? Le business, c'est pas les sales, hein, c'est l'entreprise qui grandit, hein, globalement. Qu'est-ce que tu n'avais pas tout à fait intégré en détail que maintenant tu as intégré, qui fait que tu aurais eu une vision différente à l'époque? Super question. Donc je pense que Criteo, c'est un peu moins... En plus, c'est pas mal parce que Criteo et Comet, forcément, c'était pas même maturité, pas le même typologie de projet, quoi. Ouais, et pas le même rôle, parce qu'en fait, ce qui était facile pour moi chez Criteo, entre guillemets facile, c'est que chez Criteo, mes clients, c'était que la tech. Donc, c'était des devs, des produits et des chercheurs. Et en fait, moi, à la base, avant de faire un Master 2 en RH, j'ai une licence en maths informatique. Et j'ai développé pendant des années, même au début de ma carrière en RH, je continuais à développer sur le côté. Donc, j'avais une compréhension du métier du dev suffisamment poussée pour comprendre les enjeux, comprendre les problématiques. Et c'était un monde qui me passionnait. Donc, rapidement, j'ai pu parler avec... tous les gens en interne, comprendre leur monde, comprendre les enjeux. Donc, je pense que j'avais une bonne compréhension des enjeux, de la stratégie, etc. Donc, par contre, quand je suis arrivé chez Comet, j'avais cette compréhension de la tech, mais je comprenais rien au monde des sales, je comprenais rien au monde de l'opérationnel, et je comprenais rien
aux enjeux, pour faire répondre à ta question, je ne tombe pas en rond, promis, pour répondre aux enjeux de pouvoir, de gouvernance, en fait, c'est quoi un comité, tu vois, c'est quoi un comité de direction, c'est quoi un board, c'est quoi un conseil d'administration, c'est quoi la relation avec les investisseurs, c'est quoi les enjeux là-dedans, et en fait, se plonger dans ce monde-là, je pense que j'ai mis trop de temps à comprendre les enjeux de pouvoir, les promesses qu'on faisait au board, quand en fait on lève des fonds, on lève des fonds sur les bases d'un business plan, et dans quelque chose qu'on montre aux investisseurs. Donc, il faut délivrer dessus parce qu'ils nous attendent. Ils ont des enjeux de croissance plus que des enjeux de rentabilité. Qu'est-ce qui a été promis aux invests ? Et donc, ceux qui a été promis aux invests, et notamment ceux qui sont au conseil d'administration, qui sont au board, quels enjeux ça va créer sur la boîte et donc sur mes dirigeants ? Parce que c'est quoi les sujets qui leur deviennent importants ? C'est quoi ces relations de pouvoir-là ? Et en fait, franchement, j'ai mis beaucoup de temps à essayer de m'y pencher, alors que c'est un quotidien... C'est un élément super important pour savoir ce qui, dans mon quotidien et dans le quotidien de mes dirigeants et de mon CEO, était important pour lui. Et ça, c'est un truc sur lequel je ne me suis pas penché à essayer de comprendre, en fait, la relation avec les investisseurs, qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce que c'est une levée de fonds, pourquoi on fait une levée de fonds, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les enjeux, quelle est la nature de ces relations-là. Ça, c'est un des points où j'ai mis trop de temps à... Ouais, je pense que j'ai mis trop de temps à m'y intéresser parce qu'en fait, ça éclaire pas mal de... Ça éclaire pas mal de choses sur la priorité de la boîte et sur le quotidien, encore une fois, de mon CEO à l'époque. Alors moi, je te partage une clé de lecture que je me suis construite en passant de salarié à entrepreneur et que j'observe aussi beaucoup sur le terrain. C'est pour ça que je la partage, c'est pas que du story time. En fait, je me suis rendu compte que le paradoxe, ou plutôt l'écart de vision entre le très 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 zoomé et le très 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 dézoomé est indépassable. Et que c'est juste une manière obligatoire, c'est-à-dire quand vous êtes dans la niche de la niche de la niche vous recrutez des techs spécifiquement, il y a probablement personne dans la boîte qui connaît mieux cette verticale que vous, et tant mieux. Mais donc ce que ça veut dire, c'est que votre CEO ne peut pas connaître le truc aussi verticalement que vous, mais que vous de votre côté, vous pourrez pas connaître les choses aussi horizontalement que lui. Et c'est pas une question de qui a raison, qui a tort, c'est pas ça le sujet, mais c'est de toujours, quand vous abordez quelqu'un qui est un peu loin dans l'organisation, donc là on prend l'exemple du fondateur, de partir du principe que vous avez une asymétrie d'informations tous les deux. Et que donc, quand il y a une décision ou un espèce de bras de fer, souvent, quand on arrive à prendre le temps de poser la data sur la table, les décisions deviennent évidentes. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas forcément toujours le temps de faire ça. Mais par contre, c'est là où l'outil arrive, de présupposer que votre CEO qui vous dit non, il n'est pas là pour vous ennuyer, il a peut-être une vision des choses qu'il n'a pas encore eu le temps de vous partager, mais dans l'autre sens, et c'est ce que tu disais, peut-être que c'est l'autre chose, que vous avez une vision qui est très précise de comment ce truc-là va être bottleneck dans 6 mois, et qu'il faut que vous arriviez à trouver une manière de le dire. Et c'est pour ça que plutôt que de passer dans un rapport de force ou d'agacement ou émotionnel, moi j'aime bien engager les gens à partir dans un échange d'informations, de dire stop, là, qu'est-ce qui nous manque l'un et l'autre pour qu'on puisse prendre une décision qui est évidente pour tous les deux. Et peut-être que, tu vois, il y a votre CEO qui va vous dire, alors juste, tu le sais pas, mais la dernière levée de fonds, on l'a promis essentiellement sur l'international, c'est ni bien ni pas bien, ça s'est joué comme ça, donc ouais, je passe ma vie en dehors de la France. C'est pas que la France m'intéresse pas, mais c'est que c'est ça la priorité, et c'est sur ça qu'on se fait charcuter tous les mois en board. Et toi, à l'autre bout, tu peux dire, oui, attends, mais la promotion là de Mathieu qui va passer de Head of ceci à Country Manager France, du coup, tu en as besoin, parce que tu as besoin que la France, elle tourne. Donc, s'il te plaît, va faire l'échange avec Mathieu, quoi. Exactement. Ouais, c'est un super exemple. C'est exactement, c'est de comprendre sa position, le côté prise de recul sur les enjeux de la boîte, ses enjeux, à lui ou elle. D'ailleurs, je pense que j'ai fait que lire lui, tu vois, dans le biais lui, mais après je parle de ça à Charles, mon CEO, mais de comprendre les enjeux de la personne, du ou de la CEO, mais tout en étant capable de dire oui, mais moi, avec ma connaissance zoomée, très verticale, très profonde, je suis capable de te lever un point d'alerte parce que toi, t'as pas compris, t'as pas le niveau de détail pour comprendre comment ça, c'est super important pour ta stratégie et tes enjeux demain. Donc ça, je pense que comprendre les dynamiques la pression, le quotidien, le rôle de manière générale de mon CEO à l'époque, je pense que j'aurais pu mieux le faire. Et j'aurais pu, dans le deuxième point, j'aurais dû plutôt aller passer plus de temps avec les autres équipes sur lesquelles j'avais moins d'affinité. C'est-à-dire aller comprendre le monde des sales. J'ai mis un peu trop de temps à me plonger et dire en fait c'est quoi le quotidien des sales, c'est quoi un funnel de sales, c'est quoi les liens entre sales et marketing, où s'arrête la responsabilité de la génération de leads et la transformation de leads en opportunités pour qu'elles rentrent dans le tunnel, pour comprendre mieux. Parce qu'en fait de rentrer dans le détail de c'est quoi un funnel de sales, c'est quoi un lead versus une opportunité, c'est quoi les taux de conversion, c'est quoi ces choses-là. Ça te permet de comprendre les quotidiens de gens que tu es amené à gérer en tant qu'RH, ça te permet de comprendre
pourquoi il y a toujours un fight entre marketing et sales de manière générale sur ces achoppements. Ça te permet d'être beaucoup plus pertinent en tant que RH avec la population que tu vas gérer. Et je pense que toute personne en RH doit rentrer dans le quotidien de c'est quoi le métier, c'est quoi les métriques, c'est quoi les mots utilisés, doit s'asseoir en fait, d'aller s'asseoir dans des réunions sales pour essayer de voir et se noter tous les vocabulaires que j'ai pas compris, tous les points que j'ai pas compris pour aller en parler derrière. Et que ça, moi, je l'ai pas fait assez tôt. Et c'était un peu plus naturel quand j'étais avec des populations tech parce que je comprenais pas mal leurs enjeux. Ça l'était moins sur ces populations-là. J'ai mis trop de temps. Et je pense que j'ai pas eu l'impact que je pouvais avoir en tant que RH avec mon équipe sales, mon équipe marketing, etc. Parce que je suis pas rentré suffisamment tôt dans leurs enjeux, la compréhension de leur métier, et donc je ne pouvais pas avoir l'impact que j'aurais dû avoir ou j'aurais aimé avoir en tant que RH avec ces fonctions, quoi. Et alors concrètement, pour les auditeurs, auditrices RH qui sont hyper motivés pour justement étendre un peu leur champ de vision horizontalement, c'est quoi la bonne approche pour faire ça? Parce que c'est hyper vaste en vrai. En fait, franchement, je pense que tu vois, je parlais des réunions d'équipe. Et c'est bête, mais c'est d'aller dans les réunions de toutes les équipes et de s'asseoir et de dire, en fait, comprendre leur quotidien et de noter, tiens, ils parlent de métriques, ils prennent de KPI qui suivent, ils parlent de vocabulaire. Et en fait, je note tout ce que je comprends pas et à la fin, je m'arrête et je demande à quelqu'un, tu peux prendre juste une demi-heure avec moi pour m'expliquer ce que c'est ça, ce que c'est ça, ce que c'est ça. Ok, j'ai compris. Et on fait ça avec toutes les équipes. Et au moment donné où ça va avoir un conflit entre deux membres d'une équipe, où tu vas avoir des tensions entre des équipes, et qu'ils vont dire non, mais tu vois, en fait, le marketing sont trop chiants parce que ils nous filent plein de leads qui sont pas qualifiés, et donc après, nous, on perd du temps à les qualifier avec nos SDR ou avec, tu vois, avec nos BDR, et qu'en fait, on perd énormément d'efficacité. Donc, le haut du funnel, tu vois, tu comprends de quoi ça parle. Et donc, tu es capable c'est pas à toi d'aller fixer un problème de taux de conversion sales et de qualification des leads, mais tu comprends de quoi ça parle. Tu as une meilleure compréhension des enjeux et des dynamiques entre les gens, et tu es plus à même en tant que RH de venir faire ton rôle qui est là, qui peut être un rôle de médiation, qui peut être un rôle de coaching, parce que tu comprends le quotidien des gens. Tu t'assois dans les réunions d'équipe, tu notes ce que tu comprends pas, tu demandes à quelqu'un, juste on peut prendre un café, j'ai pas compris ça, explique-moi. Tu vas en rendez-vous client, tu demandes d'aller au rendez-vous client. Et en fait, tu vas en rendez-vous client, tu es dans une boîte, tu vas en rendez-vous client, et tu vas voir comment elle est vendue, quels sont les feedbacks. Il y a sûrement plein de sales qui sont contents de t'emmener sur une visio, de t'emmener avec toi et de le faire. Et en fait, passer un peu de temps, ça prend pas, je pense, tant de temps que ça. Et ça a un impact gigantesque sur la compréhension du business, la légitimité que ça crée de toi en tant que RH. Et tu vois, le terme HR business partner, maintenant on n'est plus sur les people operations que les HR, mais en fait, il n'est vrai que si tu comprends le business. Et donc pour ça, il faut faire des efforts. Et alors, je adhère à 100% à ce que tu viens de dire, et je vais même peut-être enfoncer le clou quelques crans plus loin. Tu vas peut-être encore le réenfoncer plus loin après, ça c'est possible, mais je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est si flagrant que ça, mais en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est éminemment flagrant. Première chose, la plupart des business, quand on les dézoome assez, sont simples. Enfin, c'est-à-dire, c'est toujours quelque chose à base de on propose un truc, un produit, un service, un accès à quelque chose, et on va le vendre ou le proposer, et il y a de l'argent qui va arriver pour financer tout ça d'une autre manière, et des fois c'est plus compliqué, il y a des intermédiaires et des machins, et on va construire une équipe, un organisme quelque part qui fait tourner toute cette machine de plus en plus. Point. Enfin, c'est-à-dire, c'est rarement plus compliqué que ça. Et ce qui est pas très compris, je trouve, c'est que quand on le dit comme ça, on a l'impression que le nerf de la guerre, c'est les sous, donc plus ou moins les clients. C'est pas faux. C'est-à-dire que et tous les dérivés, parce que les entreprises, c'est un organisme vivant, et vu que les dépenses des uns sont les salaires des autres, si tu veux faire tourner la machine, à un moment donné, il faut que ça tourne d'une manière ou d'une autre. Donc c'est des questions de modèle économique, de marketing, de growth, de machin, de bidule, très bien. Dans l'écosystème startup français, à l'heure où on se parle en 2022, quelque chose qui est beaucoup plus souterrain, c'est que, et je veux bien ton avis là-dessus, je suis pas certain que la fonction HR va rester une fonction support longtemps, parce que en fait, la donnée people devient archi critique. Ce qui sonne comme quelque chose sur lesquels nos amis RH râlent sur LinkedIn, à savoir, ah dis donc, les candidats, les candidates, c'est des divas, ou bien, oh l'inflation des salaires chez les techs, etc. Ça sonne comme un signal faible. Moi, ce que je suis en train d'observer, c'est que en vrai, si on regarde les chiffres, l'argent dans la scène tech française, il y en a plus que jamais.
c'est-à-dire les startups sont archi-financées. Je pense qu'il y a eu 100% d'augmentation des levées de fonds entre 2020 et 2021, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup d'argent dans l'écosystème. Donc je ne vais pas faire de la macroéconomie, mais globalement, c'est lié aussi au fait que tu as des grands institutionnels qui diversifient leurs risques et qui donc investissent plus dans des choses plus risquées que sont les startups. Et en même temps, il y a tout autant de personnes qui sortent de l'école. Le système d'éducation n'a pas particulièrement changé en quelques années. Les profils tech ont tout à fait compris qu'ils sont du bon côté de la négociation et ils vont pas accepter n'importe quoi. Il y a la crypto qui est en train et le Web3 qui est en train de prendre une place énorme dans les organisations et il y a beaucoup de développeurs et de profils tech qui ont compris qu'ils peuvent aller chercher des salaires monstrueux là-bas. Pareil pour les sales. Et donc, moi, prédiction, vous l'avez entendu ici, peut-être avant que ce soit un raz-de-marée. Moi, je vois pas dans quel monde le nerf de la guerre dans le futur, ça va pas être les gens qu'on met dans les startups versus la thune. Parce que la thune, il y en a et les gens, il n'y en a pas. Donc, je veux bien ton avis là-dessus. Donc, Non, mais alors, plusieurs points. Je partage ton constat. Il n'y a jamais eu autant de sous. Quand on zoome dans notre microcosme, je dis notre, un peu à tous les deux, très. Oui, la French Tech, quoi, globalement. Quoi. Voilà. Beaucoup de sous. Pourquoi ? Pour deux boîtes, très majoritairement des boîtes tech. Les assets des boîtes tech, c'est quoi ? C'est les people, parce qu'en fait, ils prennent pas de ces sous-là pour aller acheter des usines ou acheter des matières premières. Ils le font pour embaucher. Et ils le font pour embaucher. Et ils le font pour embaucher, pour aller vite. Et d'ailleurs, c'est un point important que j'avais pas compris. Moi aussi, qui est important pour les RH. Je faisais un coup un peu tout à l'heure sur que j'avais pas compris un peu avant d'être dans mon rôle actuel. Et je fais une petite aparté et je reviens sur ta question. Si tu m'autorises, Alexis. Mais je t'autorise. Ok, super. Tu parles à un mec qui est dans un t-shirt sans manches pour aller faire du sport. Tu t'autorises. J'ai arrêté de te le reprocher. J'essaie d'oublier de fermer les yeux pendant que je te parle. Mais donc, c'est que, notamment, et ça, il faut le garder en tête, c'est que les fonds d'investissement investissent dans des boîtes et ils veulent que les boîtes explosent et finissent en bourse. D'ailleurs, c'est un point important. On n'a pas trop le temps d'en parler, mais ils veulent pas financer des petites boîtes. Ils veulent que les boîtes aillent méga vite. Et en fait, c'est des fusées. Ils veulent que les boîtes aillent méga vite et explosent et atteignent des valorisations énormes. Ou ils veulent que les boîtes meurent vite. Oui. En fait, les fonds d'investissement, ils veulent pas avoir des boîtes qui vivotent. Donc, ils vont encourager à dire, on te donne des sous, on te donne 5 millions, on te donne 10 millions, tu les crames. Et en fait, on veut qu'en 1, 2, 3 ans, soit tu sois en train d'exploser, tu sois dans une trajectoire énorme, tu relèves des fonds, tu vas en bourse, blablabla, soit tu sois mort. Donc, soit on sache en tous les cas que ça marchera pas. Voilà. Et en fait, le pire truc pour les fonds d'investissement, c'est de rester au board de boîtes qui vivotent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils ont autre chose à faire. Ils ont envie de mettre des sous et d'aller au board de nouvelles boîtes, de nouveaux projets. Les boîtes qui vivotent, ils n'en veulent pas. Donc ça, c'est en plus de ce que tu disais. Déjà, on disait la French Tech, beaucoup de levées de fonds. Beaucoup de levées de fonds, c'est pour alimenter la croissance. Et en plus, les VC vont te dire, et tu vois, mes VC m'ont dit, c'est marrant, moi, mes invests m'ont dit, faites juste, tu crames pas assez de sous, quoi. Ouais. Et quand ils disent ça, ça veut dire, va plus vite. Et en gros, c'est, en fait, on veut que dans 1 an ou 2, soit tu es explosé, soit tu sois mort. On veut pas que tu vivotes. Donc, ça à garder en tête, parce que si je reviens dans la discussion initiale, la pression, c'est une pression exactement dans ce que tu disais, c'est une pression people. On lève des fonds pour embaucher des techs qui vont développer nos solutions, c'est principalement des boîtes tech, des commerciaux qui vont vendre ces solutions et des fonctions support pour alimenter tout ça, dont des recruteurs et des recruteuses pour recruter tous ces gens-là. Donc c'est pour ça que le marché du recrutement et recruteurs-recruteuses explose et est vachement saturé aussi. Et donc la mauvaise nouvelle, c'est que le métier de RH, et notamment dans la partie recrutement, mais même rétention et tout, devient plus complexe parce que le marché est compétitif, parce que y a une grande montée, je pense qu'il y a une montée en exigence de la part des gens sur qu'est-ce qu'on fait niveau attraction, qu'est-ce qu'on fait niveau marque employeur, qu'est-ce qu'on fait niveau rétention, etc. La bonne nouvelle, c'est que la fonction people opération RH, etc., a jamais été autant, moi je trouve, de mon point de vue, autant considérée, jamais eu autant de budget, n'a jamais eu autant de pouvoir. Mais bon, je sais pas comment ça se traduit en français, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités aussi. Tout à fait. Comme Oncle Ben. Ouais, c'est Oncle Ben, il s'appelle vraiment Oncle Ben. Dans Spider-Man, ouais. Voilà, d'accord. Je n'étais pas sûr que c'est Oncle Ben, bon bref. C'était juste le riz ou c'était aussi l'oncle de Spider-Man. Mais donc, en fait, bonne et mauvaise nouvelle, beaucoup plus de pression. Et donc quand même, je rencontre des gens et des RH dans la fonction de plus en plus sous le feu des projecteurs dans leur boîte sur, en fait, surtout, on en est où notre hiring plan ? Ou qu'est-ce qu'on fait pour stopper l'hémorragie, mais aussi plus en plus de budget, plus en plus de moyens pour innover et plus en plus de considération. Donc globalement, je trouve que ça reste quand même une plutôt très très bonne chose. Et ça je vais utiliser ça aussi pour faire la transition sur le point d'après.
c'est là où en connaissant, en comprenant plutôt que le business même, la globalité en fait du système, globalement comment ça marche cet organisme-là. Je préfère parler d'organisme plutôt qu'une machine, hein, parce que bon, on va essayer d'éviter de déshumaniser. Si vous comprenez très bien, de facto, de toute façon, vous êtes entre guillemets le sparring partner, le bras droit du CEO sur les sujets people, parce que une boîte va scaler en externe avec le marché et tout le bazar, et en interne avec les people. Donc, et ça, c'est quasi indépassable. Et donc, là, moi, je suis HR de Figures, je vais voir Virgile. C'est pas du tout la même chose si je vais le voir en disant ok, Virgile, juste, je peux te parler 5 minutes parce que le plan qu'on a vendu aux invests, là, en l'état, il tient pas. Je pense que ça marchera pas parce que regarde notre churn, notre rétention, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les paye vachement plus, les gens, parce qu'on part du principe qu'ils vont pas rester, ou est-ce que faut qu'on garde quelque chose? Et là on va regarder ensemble, on va se faire mais en fait on a des managers qui sont hyper jeunes et il y a beaucoup de gens qui partent parce que ils ont eu des problèmes avec leur manager. Ok, go, Alexis, t'es sur le coup, tu vas faire quelque chose? Ouais, t'inquiète pas, je vais former les managers et puis on va augmenter un petit peu les salaires des techs. Go, toi tu passes à autre chose. Versus si je vais voir Virgile en disant Virgile, les plans que tu m'as demandé, ils tiennent pas. Ah merde, mais qu'est-ce qu'on va faire et tout? Bah je sais pas, on va quand même pas augmenter les salaires là parce que ça devient débile. Bah je sais pas, j'attends quelque chose là de ta part. Ouais. Et puis bah moi j'ai aussi besoin que tu valides si le suite figure c'est un suite à capuche ou un suite à zip, tu vois. Moi je caricature évidemment, ils sont pas du tout comme ça nos amis RH, mais c'est pour donner les deux exemples. Et ce que vous savez peut-être pas, et là je vous le partage en tant que quelqu'un qui coach des CEO toute la journée hein, globalement, c'est que, et ça c'est, je pense que c'est ni bien ni mal, mais il faut juste le savoir, dans des esprits de CEO qui n'ont pas le temps et qui sont archi saturés de décisions tout le temps, ce qui est le quotidien de tous et toutes les CEO qui nous écoutent, ils vont très vite vous catégoriser soit dans la catégorie des gens supports sur lesquels ils peuvent compter ou des gens avec lesquels ils vont devoir entre guillemets composer et faire de leur mieux parce qu'ils n'ont pas tout à fait compris le format global. C'est terrible hein, ce que je suis en train de dire. Mais dans le premier cas, si tu es Virgile, je vais peut-être te dire ok, Alexis, quand il vient entre guillemets me casser les bonbons, c'est probablement pour des bonnes raisons parce qu'il sait c'est quoi le jeu auquel on joue, versus le deuxième oui bon bah c'est Alexis et pour autant c'est un excellent HR mais il y a des fois j'ai juste pas le temps pour ces trucs quoi. Ouais, et ça non mais t'as raison, c'est super important. Je parle souvent, des fois on se moque un peu, la charge mentale pour moi c'est important, et d'avoir des gens, et RH ou pas RH, mais donc tu vois, là on parle de RH, mais qui viennent et dont on sait qu'ils sont capables de venir prendre un problème, de le tacler sans avoir trop besoin de toi, et quand ils font appel à toi en effet c'est pour des bonnes raisons avec le bon degré d'urgence, mais l'allègement de la charge mentale que ça représente, c'est en effet incroyable, et c'est en effet un bonheur absolu. Et du coup, c'est ça, je voulais utiliser ça comme transition, parce que tu parlais de la solitude du CEO. À quel point, quand tu repenses à Comet, à Criteo, les VP People, les HR ont un rôle à jouer là-dedans, quelque part, d'être là pour le CEO. Parce que, juste pour le rappeler, j'allais dire, c'est ni bien ni mal. Les CEO peuvent pas toujours échanger tout avec leur co-founder, des fois, parce que des fois il y a des désalignements, il y a des conflits, des moments où c'est plus dur, et ça arrive. Alors on n'est pas en train de faire du Game of Thrones où on va s'assassiner les uns les autres, mais des fois c'est pas facile, comme dans un couple ou qui traverse un trou d'air. On peut pas tout dire avec son board, pas parce que c'est des salauds de banquiers ou je sais pas quoi, mais parce que il y a une espèce de chorégraphie et de bienséance à tenir pour que ça se passe bien. Et il y a des choses qu'on peut pas tout à fait dire tout le temps à ses collaborateurs et collaboratrices, et même la transparence à 100%, les boîtes qui font ça, a un certain cadre pour que ça se passe bien, pour que ça soit pas hyper anxiogène ou hyper overwhelming, etc. Et du coup, pareil, hein, je redis mon job de coach de CEO dans une partie de mon temps, ça fait des gens qui en parlent à leur conjoint ou à leur conjointe qui en a marre au bout d'un moment. C'est ça que ça donne, hein, la solitude du CEO, pour se le rendre compte très concrètement. Donc, et on se disait, peut-être que les RH ont un rôle à jouer là-dedans, quoi. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Virgile, tout ça? Ouais, en effet, on en a parlé parce que j'en ai parlé un peu avant. En effet, je pense qu'il y a plein de moments où on se sent un peu seul. Moi, j'ai la chance d'avoir une super relation avec mon cofondateur Bastien, et je la chéris un peu au quotidien. J'ai la chance d'avoir plusieurs conseillers, dont un, Nicolas, qui m'aide incroyablement beaucoup, qui est une des personnes qui a le plus gros impact dans ma vie cette dernière année. Ça fait à peu près 1 an qu'il m'accompagne. J'ai la chance d'avoir une psy, et j'ai la chance d'avoir des copains-copines qui m'aident beaucoup dans ces sujets-là. Mais en fait, je pense qu'à revenir en arrière,
typiquement quand j'étais chez... Et en fait, c'est mes deux principaux, entre guillemets, dirigeants. J'étais chez le CTO chez Criteo et le CEO, donc mon CEO chez Comet, en souffraient de cette solitude-là. Et dans les deux cas, j'ai pas assez fait pour leur dire, en fait, je pense que je peux être un confident. En tout cas, et si je le suis pas, je veux m'assurer que tu es quelqu'un pour le faire, quoi. Et ça, je pense que c'est super important en tant qu'RH d'arriver à créer cette relation, parce que tu as créé cette relation de peut-être que je peux être un confident, peut-être qu'il y a des sujets dont tu me peux parler, parce que de la nature, et tu vois, chez Comet, j'ai une bonne relation avec Charles, et c'est encore un copain maintenant, mais à l'époque, je pense que j'ai pas réussi à aller suffisamment loin pour dire, en fait, tu vois, parle-moi-en, tu parles-moi de tes trucs, je pense que tu peux m'en parler, mais après, en même temps, je suis pas coach. Et d'ailleurs, c'était, tu vois, à refaire, je me suis dit, et je sais pas trop ce que je ferais dans ma vie future, mais je me suis dit que avant, si je devais reprendre un rôle de DRH à l'avenir, j'aimerais bien être coach en même temps et faire une formation et être certifié, parce que je pense que l'impact dans ce genre de situation est énorme. Mais tu vois, à refaire, j'aurais bien dit, je sais que ça peut être dur, vraiment essayer de créer cette relation. Il pouvait me parler de ces sujets-là et je n'ai pas vraiment 100% réussi à la créer, alors que ça, et on en a parlé après, hein, on en a parlé assez ouvertement après, quoi. Parce que donc, j'ai pas réussi à créer cette relation, mais au minimum s'assurer qu'il y ait un système de support en place pour que la personne se sente pas trop seule, qu'il y ait des gens à qui parler, mais au moins tenter de créer cette relation-là. Je pense que c'est un énorme impact que peut avoir un ou une DRH avec son CEO, c'est de soit arriver à créer cette relation-là pour alléger un peu ces sujets, ou de s'assurer qu'il y a un système de support en place pour que ce soit le cas pour la personne, quoi. Bon, si tu veux être coach, on recrute en ce moment chez Yaniro, hein, donc n'hésite pas. Non, mais j'ai plus envie de me faire coacher plus que de devenir coach. On vend en tout aussi, cas, hein. pas tout de suite. Voilà. Non, mais c'est bien parce que tu essaies de me recruter avant de me vendre. Je sais pas ce que ça en dit sur toi. Tu traînes trop avec des RH parce que tu oublies ta fonction première quand même de générer du business, quoi. Bah, c'est vrai. Moi, j'aime bien. C'est du quotidien qui est sympa. Mais et du coup, peut-être, je vais essayer de faire jouer les deux casquettes, hein. Là, vous n'avez pas de HR encore? Non. Non, mais bon, c'est normal, vous êtes 14. Non, mais je dis non en rigolant parce qu'en fait, c'est des sujets que je me pose. Des sujets la question que je me pose beaucoup. Ouais. Ah bah c'est sûr que si vous le recrutez à 49 personnes en voyant arriver le palier des 50, on va se foutre de vous, mais bon, ça c'est autre chose. Mais on a déjà des... Moi, j'ai un modèle actuellement, j'ai quelqu'un que j'aime bien, on se moque, Corentin, qui nous aide en culture as a service, donc il a un peu 2 jours par semaine pour faire onboarding, événements, vie de l'équipe, tout ça. J'ai quelqu'un pour l'admin, Sophie, qui m'aide énormément pour faire toute la partie contrat, admin, paye, etc. Et j'ai 2 personnes en recrutement, en freelance, qui prennent un peu la partie recrutement. Donc je délocalise avec des gens qui sont un peu experts, entre guillemets, dans leur domaine, mais je sais pas combien de temps ça tient. On a un épisode là-dessus, hein. Mais bon. C'est avec qui celui-là? Je l'ai pas vu alors. Avec Jérémy de Libéo. Yes, okay. Qui explique en gros comment on se débrouille pour faire des RH avant de recruter quelqu'un qui est en poste vraiment head of RH, et c'est quoi le moment où il faut se rendre compte que ça tient plus. Et après, pour recruter son premier RH ou sa première RH, Jessica de Ornicar, Jessica, je l'avais entendu, qui nous a donné toutes les clés. Et du coup, là, si on se projette dans ce ou cette future responsable HR, c'est quoi le conseil que tu peux lui donner dès maintenant sur comment, parce que t'as raison, c'est pas facile, si simple de nouer une relation avec le CEO et de se proposer comme soutien, en fait, comme épaule. Comment est-ce que cette personne pourrait, j'allais dire, la jouer avec toi pour montrer qu'elle accepte éventuellement ce rôle si tu veux lui faire porter, et après tu décideras, quoi. Parce que même ça, c'est pas simple, hein. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, tu me la poses comme ça et je suis en train de me dire, malgré ce que je viens de te dire avant, j'aurais pas, tu vois, j'ai pas pensé, malgré ce que je viens de dire avant, j'aurais pas pensé que c'était un critère pour la future personne que je trouve. Tu vois, le fait d'être capable de créer cette relation de confiance à qui je puis partager des trucs. Donc c'est marrant. Ouais, tu vois, c'est marrant, j'arrive à dire, c'est le conseil que j'essaie de donner au RH, mais en même temps, pour moi, c'était pas un critère de recrutement. Mais donc là, mais en même temps, je pense que si, ce serait important vu ce que j'ai vu, vu ce que je viens de dire. Je pense que ce serait important et je sais pas si j'ai un conseil à donner à cette future personne-là, mais en tout cas, moi, je l'avais pas trop réalisé avant que tu me poses la question, mais donc je pense que ce serait important d'arriver à avoir ce lien très fort de confiance presque personnel, de pouvoir partager ces choses-là, je pense. Clairement. Alors, je vais dire quelque chose, et je vous fais tous et toutes confiance pour pas le prendre de traviole, hein, parce que c'est au contraire, c'est vraiment quelque chose que je dis avec beaucoup, beaucoup de respect. Je pense que sur ce genre de relation de confiance, de soutien indéfectible, etc., les personnes qui sont les meilleures et de qui on peut apprendre, c'est les très bons et très bonnes assistants.
ou assistante. Personal assistant, executive assistant et tout le bazar. Parce que c'est des personnes qui savent être... Alors, pensez pas le diable s'habille en Prada et toutes les pratiques hyper toxiques de l'horreur. Hein. Pensez plutôt des personnes qui aident des gens qui subissent beaucoup de pression, que ce soit des stars, des sportifs ou justement là, des dirigeants ou des dirigeantes. Et quand ces personnes-là font très bien leur boulot, c'est des personnes qui savent aller au-devant des besoins, qui sont obligées d'avoir une relation qui est très très forte avec et qui sont souvent, en fait, dans la réalité, l'une des personnes avec laquelle la personne en question passe le plus de temps. Donc, moi, je pense qu'il y a à chercher là-dedans sur les job titles ou, si vous êtes HR, sur la position que vous devez essayer de construire. Et pour moi, alors c'est là où je voulais en venir, c'est archi noble, hein, le rôle d'assistante et d'assistant. Hugo, si tu nous écoutes, qui bosse avec moi, merci. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, mais en même temps... tout en gardant ce qu'on a quand même pas mal passé le reste de l'épisode, de dire dans une posture d'écoute, mais tout en gardant cette possibilité de... Ouais, voilà, c'est une facette du rôle, donc c'est quand même, tu vois, on revient sur tout ce qu'on a dit, de quelqu'un qui doit être très bon en RH, qui doit être capable de comprendre, capable et qui a envie, je pense, c'est un point super important ça aussi, hein. La capacité et l'envie d'aller comprendre l'intégralité des enjeux business, l'intégralité des fonctions, etc. Puis en plus capable de... Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je pense que ça en dit long sur la nature et la difficulté de bien faire son rôle RH quand tu mets... bout à bout toutes les qualités requises pour arriver à bien faire ce rôle de RH un peu idéal ou idéalisé dont on parle. Alors moi c'est marrant, je suis obligé de rebondir là-dessus. Je sais pas si vous nous direz, hein, et tu me diras Virgile, s'il y a un biais de quelqu'un qui a beaucoup été sur le recrutement, pas que, hein, évidemment, et moi qui a beaucoup été sur la partie growth, enfin people growth, on va dire. Moi, je le prends dans l'autre bout. Je prends, tu prends quelqu'un qui coche suffisamment de cases et qui a les soft skills pour te montrer qu'il a envie, et après tu l'accompagnes. Je veux dire, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'en tant que RH, tu peux apprendre à connaître les enjeux business au sens large. Je t'ai donné des clés qui sont très très bonnes. Tu peux commencer à construire une posture d'excellent relationnel avec ton CEO. Enfin, on n'est pas figé au moment du recrutement. Hein. Non, mais je suis d'accord. Et c'est marrant parce que je dis ça parce que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup plus maintenant. Dans mon rôle actuel, le côté on fait venir quelqu'un et tout de suite on va trouver un ou une... C'est peut-être parce que j'ai eu l'impact de Nicolas sur moi, donc mon conseiller Nicolas Bustamante, qui est conseiller de figure, mais qui est pourtant mon conseiller perso, l'impact incroyable qu'il a eu sur moi cette dernière année. J'ai beaucoup plus le réflexe de tu viens et de prendre le risque de faire venir quelqu'un avec des manquements, mais c'est pas grave, en fait on va trouver un ou une mentor. Et en fait je pense que le mentor / coach, je te laisserai affiner la définition, mais la puissance de la chose quand ça marche bien. Et je pense que c'est vraiment sous-utilisé. Moi, je l'ai sous-utilisé par le passé en tant que mécanisme, en tant que RH à utiliser pour des gens de ma population. Alors que maintenant, je vois les effets sur moi ou d'autres personnes. Et en fait, je pense que c'est quelque chose que moi, je veux démocratiser chez Figure, que je cherche à démocratiser de plus en plus. Tu vois, pour Bastien, on cherche quelqu'un en mentoring en CTO. Pour notre partie Product Design, on cherche quelqu'un en mentoring Product Design. En fait, on se met à avoir pas mal de mentors et de gens externes pour faire grandir des gens sur des aspects qu'ils n'ont pas ou qui n'ont pas encore, ou pour anticiper des problématiques qu'on va voir et qu'on n'a pas encore vues. Donc bref, c'est aussi, je pense, un des grosses lessons learned, c'est le pouvoir du mentoring, coaching, tu mettras la frontière où tu veux, et la sous-utilisation dans toutes les boîtes passées que j'ai eues. J'ai l'impression que c'était un petit outil réservé plus à une élite de dirigeants, ou tu vois, dans le type CEO, alors que c'est un truc qui devrait être beaucoup plus démocratisé, je pense, et qui va être de plus en plus, je pense, démocratisé à l'avenir. Ah mais tout à fait, et du coup tu me demandes, je vais donner un peu la lecture qu'on a, elle est hyper simple, hein, et c'est incroyablement complémentaire. Le mentorat va aider à renforcer tout ce qui est du côté entre guillemets des hard skills, c'est-à-dire typiquement tu veux devenir un excellent CEO et t'es pas sûr de quel bout le prendre, prends quelqu'un qui a été un excellent CEO qui puisse te parler. Si pareil pour CTO, moi demain je veux devenir une brute épaisse en gros hacking de je sais pas quoi, je vais appeler Guillaume Moubèche et je vais lui dire vas-y on prend un déj tous les trimestres, etc. Parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui échanger, parce que tu es tout seul dans ta tête et que tant qu'à faire, autant le faire avec une tête qui a 10 ans d'avance sur toi. Moi, c'est un principe de base. Moi, je l'ai appris peut-être jour 1 du moment où j'ai commencé à travailler. C'est reste le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est quand tu veux aller quelque part, va voir quelqu'un qui y est déjà, demande-lui comment il y allait. Point. Et je trouve que ça fonctionne assez bien. Donc ça, c'est le mentorat, et ça marche très très bien sur les hard skills. Ça marche pas sur les soft skills. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un qui galère à déléguer, et la boîte grandit, ça devient de plus en plus critique. C'est pas en lui donnant les 10 tips pour déléguer ou en lui criant dessus de plus en plus, allez, vas-y Virgile, il faut que tu délègues plus, etc., que ça va avancer. Il y a un truc à décoincer là-dessus, il y a un truc à adresser, et il y a
un geste à travailler. Et ça, c'est très très personnel, et c'est ce qu'on fait en coaching de dirigeantes ou de dirigeants ou de managers. Moi, je te rejoins, hein, même s'il y a le côté un peu onéreux, j'allais dire, du one-to-one, c'est bien de le démocratiser. Et là où je veux en venir, tu l'as glissé juste avant, et je suis 100% d'accord avec ça. Pire du pire des cas, si c'est très compliqué, c'est un peu cher, le coaching, etc., c'est pas encore le moment pour la boîte. Pour prendre soin de son âme, sinon les soft skills, prenez un psy. Enfin, moi, là, pareil, hein, moi, j'ai mon coach qui est en fait un superviseur, j'ai un coach sportif, j'ai un psy, j'ai tout ça. Et je te rejoins. Quand tu as pris l'habitude de voir ce que ça t'apporte d'être soutenu par des groupes, j'en oublie un hyper important, les groupes de pairs. Déjà, passer du temps avec des homologues qui sont dans les boîtes d'à côté, c'est fantastique. Hein. Et ça, c'est un truc, effectivement. Mais ça, c'est plus présent. Ouais. C'est plus présent en startup, ce qui est bien, et ça, c'est un point important. On side note, c'est quand moi j'étais dans toutes mes expériences précédentes. Quand j'étais Crescido, j'étais RH, il y avait 50 RH chez Criteo, t'avais toujours quelqu'un qui parlait. Mais en fait, c'est presque un peu consanguin parce que tu tournes avec des gens qui sont dans la même boîte, avec la même culture, et j'allais pas beaucoup en externe. Et ça, c'est quand même le super bon côté de notre écosystème. Il y a une grande culture du network, et aussi, pour le coup, quand tu es seul DRH dans une petite boîte, tu n'as pas un autre DRH en interne dans ta boîte avec qui dire tiens, j'ai pensé à tel truc, qu'est-ce que t'en dis? Donc tu vas en externe et donc tu te crées du réseau. Et entre les groupes Slack, et ça, en fait, ça pour moi, ça a été une énorme source de développement personnel, et c'est un des bons côtés de notre écosystème aussi, je trouve. Yes. Donc, on va commencer à atterrir. Tu me dis si j'oublie quelque chose. Ce qu'on ressort de là, c'est faut pas oublier que pour un ou une founder, hein, plus globalement, le HR, c'est un sujet parmi 1000, et il n'est pas plus ou moins important que les autres. C'est juste tout doit être fait en même temps, et que ce que vous pouvez faire en tant que HR par rapport à ça, c'est le comprendre et essayer à la fois de prioriser au maximum tout en parlant la langue de votre founder. Et donc ça suppose de comprendre un peu les tenants et les aboutissants du système au global. Donc aller passer du temps comme des HR business partners ou people ops dans les réunions d'équipe pour comprendre comment ça marche, le marketing, le sales, le customer support, etc. Soyez curieuse, en plus c'est hyper intéressant hein, quand on y est. On a parlé de la solitude du CEO qui est un peu quelque chose de symptomatique, et de comment en tant que RH vous pouvez jouer un rôle là-dedans potentiellement, donc en tout cas vous proposer et ça peut passer par apprendre justement cette position, cette posture de soutien. Vous ne serez pas coach ou psy, c'est pas grave ça, mais de proposer ça, de l'importance de jouer le garde-fou des sujets importants, c'est-à-dire vous ne devez pas courber les chines devant votre CEO sous prétexte qu'il a plein de trucs, mais au contraire vous devriez être vraiment sparring partner et défendre les points les plus importants, parce que c'est ce qui vous permettra aussi de vraiment jouer un rôle et d'avoir un impact énorme sur la boîte. Et on a parlé à la fin du fait que c'est possible d'évoluer, quoi, qu'on peut tout à fait grandir en hard skills, en soft skills, et l'importance de s'entourer pour ça. J'en ai oublié ou on a fait un bon tour là? Ouais, il y a juste un dernier point dont on n'a pas parlé, qui était, je pense, important, qui était le côté garde-fou de la culture, en fait. Et ce que j'entends par là, c'est que même moi qui suis évidemment biaisé, parce que c'est un point super important, c'était un point important quand j'étais RH, c'était une vraie truc personnel, c'est un point important maintenant aussi, puisque ma boîte, notre boîte avec Bastien, notre culture, on a très vite bossé sur le truc, la définition des valeurs, l'utilisation d'un process, mais de par ce qu'on disait avant, je trouve que c'est très dur d'être dans la même personne, d'être un peu torturé. Des fois, j'ai des impératifs business. Donc, tu vois, tu te retrouves à dire, putain, je suis débordé, j'ai envie de recruter quelqu'un. C'est peut-être pas la bonne personne, mais juste j'en ai marre. Ou je recrutais quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit un bon fit culturel. Mais quand même, il pourrait apporter du business et du cash. Et le cash, ça va être content, les investisseurs vont être contents, la boîte va tout... Même si je suis conscient de la culture, de vivre avec ces impératifs business, quand ton rôle premier en tant que CEO, c'est que la boîte survive. Et que la boîte survive, il faut du cash. Donc, je pense que c'est le rôle premier du CEO. En fait, c'est très dur pour la même personne, des fois, de garder le recul sur notamment le côté garde-fou de culture. Et je pense que c'est là où les DRH peuvent avoir un super rôle à jouer, de s'assurer d'aller voir. En fait, c'est mon rôle. Il y a des fois, je vais te challenger à tout moment pour s'assurer que tu prennes des décisions qui ne vont pas entamer la culture. Et donc d'ailleurs, tu remets la question de la prochaine personne la personne qui viendra être DRH de figure. Je pense que d'entrée, je dirais, je compte sur toi pour être le garde-fou absolu de ce côté-là, parce que même si c'est un sujet qui est intrinsèquement, personnellement important pour moi, de par mes obligations, de par ma fatigue, de par des trucs, il y a peut-être des moments où je vais commencer à glisser et vouloir prendre des décisions, des raccourcis pour le business, pour le revenu, pour le cash, qui risquent d'impacter la culture, alors que c'est un sujet important pour moi, et je me suis vu glisser par moments. Et je pense que j'ai pris des décisions par moments qui peuvent être l'être.
et d'avoir quelqu'un qui vient en garde-fou à tout moment je vais venir te challenger et je le fais pas pour t'emmerder, je le fais parce que je pense que c'est important pour la boîte d'être ce garde-fou là. Je pense que c'est un rôle super important du haut de la DRH. Ah bah, je suis obligé de t'emboîter le pas là-dessus parce que c'est quelque chose qui est, je pense, très méconnu. Et nous, on a une position très privilégiée pour le voir et j'aimerais en parler. Je vais le prendre par l'autre bout. De ce que j'ai vu jusqu'à présent et de ce qu'on a vu, dans l'écosystème startup français, je trouve ça remarquable de voir à quel point le niveau de cynisme est bas. Il y a très 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 peu de gens qui montent des projets pour se faire du fric, pour leur gloire personnelle, etc. Souvent, ils montent des projets parce qu'ils ont envie, parce qu'il y a de l'impact, ou parce que ça les amuse, ou parce qu'il y a envie de faire un joli machin, c'est des bâtisseurs, des bâtisseuses, etc. Bref, je vais le dire très concrètement, même quand on regarde Balance ta startup et les trucs affreux qui se passent, le pourcentage de salauds de patrons dans le milieu startup de ce que j'ai vu est hyper bas. Il y en a, hein, je vais pas les citer, on en connaît, mais il est très 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 bas. Par contre, ce qu'on observe encore et encore et encore, et je peux vous dire en coaching, c'est pas beau à voir quand ça arrive et on essaie de faire de notre mieux pour les soutenir, c'est des gens, donc founders, hein, qui un jour se retournent, la boîte fait 100-150 personnes et ils réalisent qu'ils sont devenus des salauds de patrons. Et qu'ils l'ont pas vu venir, et que en fait l'hypercroissance ça n'a rien de naturel, et que quand tu mets pas une attention qui est extrêmement présente sur la culture, sur les sujets people, sur l'humain, et ben l'hypercroissance elle va broyer les variables d'ajustement, dont l'humain, qui vont passer au second plan. Et c'est pas que tu as voulu faire une saloperie de boîte dans lesquelles les gens vont mal, c'est juste que t'as pas fait exprès. Mais que c'est ça qui s'est passé quand même. Et je pense que tu as raison, le DRH ou la DRH peut être un excellent garde-fou, et j'aime bien l'approche que tu dis, d'avoir presque rendez-vous en disant prépare-toi, il y a plein de moments où je vais faire des décisions qui sont des mauvaises décisions parce que j'arrive pas à tout gérer, et je compte sur toi pour me remettre les pieds sur terre, parce que c'est toi qui est le gardien ou la gardienne de ça, quoi. Et si c'est pas fait au début, je pense que c'est pas mal d'un ou d'une RH d'aller proactivement dire, je pense que là-dessus, en fait, j'ai l'impression que c'est mon rôle. Est-ce que t'es OK pour que je sois très intransigeant là-dessus et que je te challenge à tout prix, et tu m'en voudras pas quand des fois je vais te saouler, parce que si je le fais, c'est pour le bien de la culture. Même s'il a pas été fait au début, je pense que c'est une discussion qui peut être provoquée par la suite. Ouais, voilà, qui peut être provoquée par la suite. C'est tout. Sinon, je pense que le constat est pas trop mal, là, le tableau que tu dressais. Moi je ne fais rien, moi je suis le messager. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut passer tranquillement à la fin de l'interview. Grand plaisir de passer encore du temps avec toi, Virgile. Où est-ce qu'on te retrouve? On a envie d'engager la discussion, on a envie d'en savoir plus sur Figures. C'est quoi les liens à donner? Heureusement, malheureusement sur LinkedIn, parce que je pense que je dois saouler pas mal de monde, mais j'y passe une partie de mes journées, et c'est l'endroit où je publie un peu, beaucoup trop. Et c'est l'endroit où on peut me contacter, donc c'est clairement l'endroit de référence. Ouais. Ok, bah vous le saurez sur LinkedIn. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs? Ouais, on a parlé un peu, donc c'est un peu parce que c'est mon truc du moment et que c'est pas business, mais c'est parmi les trucs qui m'ont le plus transformé récemment. Et c'est recommandé par quelqu'un que tu as invité, Pauline Bergeret, qui m'aide, qui m'accompagne toujours et que j'admire toujours autant. Elle m'avait conseillé l'écoute. Ouais, on fait coucou à Pauline. Elle m'avait conseillé l'écoute du Cœur sur la table, l'excellent podcast Cœur sur la table, que j'ai donc fini récemment et qui était assez bouleversant pour moi. Et maintenant, je suis en plein dans encore son conseil, Réinventons l'amour, de Mona Chollet, qui est un bouquin que je recommande à tout le monde de lire, parce que je suis aux 2/3 là, et encore dans le genre... c'est Pauline, encore une fois, elle-même, qui faisait la remarque de ce genre de lecture qui te font sortir une différente personne. Je pense que c'est un peu le cas, donc je le recommande très, 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 très chaudement à tout le monde. Et donc, le Cœur sur la table et les couilles sur la table, qui sont au démarrage les deux podcasts de Victoire Tuaillon et de l'équipe de Binge Audio, existent en livre et en audio, selon ce que vous préférez écouter ou lire. Et je suis très très fan également de tout ça. Et je connais pas, il faut que je lise le Mona Chollet, je l'ai pas fait. Est-ce qu'il y a un tool RH que tu aimes bien, à part Figures, hein, bien sûr, que tu recommanderais ou voilà, c'est quoi les tools que tu aimes bien en ce moment? Tu me coupes l'herbe sous le pied avec Figures. Moi, je suis très curieux de voir le potentiel d'utilisation de Platypus. Platypus qui a été cofondé notamment par Nico Blier-Silvestri, un Français exilé au Danemark, et qui est un outil de mapping de la culture d'entreprise, et que l'on peut utiliser, et dont le potentiel est, enfin, nous on l'utilise quand même pas encore à sa pleine puissance, mais je vois le potentiel d'arriver à mapper la culture d'entreprise, ce qui est important pour les gens, et s'en servir en monitoring, en recrutement, etc. Enfin, j'adore
le pitch un peu de dataiser la culture d'entreprise pour pas que ce soit qu'un truc 100% abstrait et que ce soit quelque chose d'actionnable. Non, attends, juste parce que ça me rend curieux, ça veut dire que quoi, tu monitores d'une manière ou d'une autre à quel point ta culture elle est bien, pas bien, ou à quel point elle est présente, pas présente, diluée, ça ressemble à quoi? Ouais, ça fait flipper quand tu dis comme ça, on dirait 1984. Ah non, moi ça me fait rêver, mais en même temps je suis psy, donc évidemment, moi j'adore mettre les gens dans les cases. Hein. Ouais, voilà, pose-toi un peu des questions, Alexis, quand même, mais c'est plus d'aller savoir ce qui est important pour les gens en termes de valeurs, en termes de préférences, etc. Des gens que tu as déjà chez toi et en quoi ça te permet de mapper ta culture sur des axes très factuels. Tu vois à quel point les gens, l'équilibre vie pro, vie perso, c'est un truc important, à quel point c'est la bienveillance, à quel point c'est la responsabilisation. Et en fait, ça te permet de mapper tout ça et de le mapper dans les plus grandes boîtes, dans le centre de ton entreprise et de voir que par exemple, tu vas avoir un bureau ou une sous-culture qui est en train de se créer ou une équipe dans laquelle il y a certaines choses qui sont plus présentes que d'autres. Et ça permet au moins de suivre un peu une cartographie de ces préférences de ton équipe de manière factuelle encore plutôt que de parler de la culture en termes un peu abstrait et non actionnable, potentiellement l'utiliser dans le recrutement. Nous, ça, on n'a pas encore réussi à le faire, on n'a pas encore testé, en fait. Mais en tout cas, je vois le potentiel d'arriver, encore une fois, à rendre actionnable un truc qui peut être parfois trop abstrait, qui est la culture et les préférences de chacun et de chacune dans l'entreprise, et à quel point ça peut t'aider à recruter, faire venir des gens qui ont ces mêmes préférences sans pour autant être les mêmes personnes. Tu vois, la culture le débat du cultural fit et du clone versus cultural add, mais enfin, je trouve qu'il y a un truc de dataiser la culture qui est très intéressant là-dedans, et je suis curieux de voir ce que ça va devenir. Ok, bah top, Platypus, on met le lien dans la description de l'épisode. Et enfin, tu connais la tradition de passage de flambeau, de passage de micro. Si t'es à ma place, t'invites qui? Ouais, bah, t'as déjà invité, on a utilisé quoi? C'est 55e aujourd'hui? Un truc comme ça, ouais. Ok, ouais. Donc, t'as déjà invité quand même plein de gens que j'admire beaucoup, et je vais pas tous les citer, mais on essayait de faire la liste tout à l'heure. En fait, j'avais du mal. Je vais te parler de quelqu'un qui m'a une dernière rencontre HR qui m'a pas mal marqué. C'est celle de Issine Matola, qui est une Française, qui est exilée au UK, dans l'écosystème UK depuis quelques années. La première fois que je l'ai remarqué, c'était sur un Slack RH où on s'est parlé d'onboarding et de tâches. Je disais, mais ça c'est simple, tu fais un petit Zapier entre trucs, blablabla, et hop, c'est automatisé. J'ai dit, une RH qui parle de Zapier, tu vois, tout de suite, ça m'a un peu sauté aux yeux. Et j'ai eu la chance de la rencontrer récemment, et c'est intéressant de voir comment, je pense que il faut pas rougir de quoi que ce soit, mais l'écosystème UK anglais en start-up, parce qu'il il est plus mature, il est plus vivant, il y a eu beaucoup plus de fonds depuis ces dernières années. Elle a eu de chance de faire 2 ou 3 boîtes dans cet écosystème, de monter sa propre boîte d'accompagnement d'entreprise. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de sujets sur lesquels elle avait 1 ou 2 longueurs d'avance sur pas mal sur moi, y compris sur moi, clairement, en plein de sujets HR, et je trouve pas mal sur l'écosystème français en moyenne, quoi. Eh bien, écoute, tu es la bienvenue. Que dire de plus? Le micro t'attend, le casque t'attend. Virgile le dépose en passant. Et si tu as le temps et l'envie, on t'accueillera avec grand plaisir. Bon, bah écoute Virgile, c'était un plaisir, hein, comme à chaque fois. Virgile, épisode 2, c'est quoi? C'est les 2 tours, hein, deuxième tour de table plus tard, je sais pas. Avant de faire épisode 3, le retour du roi, hein, qu'on fera dans je ne sais pas trop combien de temps. En tout cas, c'est un grand merci de partager tout ce que tu nous as pu nous partager. T'es le bienvenu dès que tu veux dans la réserve de... On va pas faire un épisode avec Virgile toutes les semaines. Et moi, il me reste plus qu'à te dire à la prochaine, du coup. Ouais, merci encore une fois pour l'invitation. J'espère que ce sera intéressant pour ceux et celles qui nous ont écoutés. Et avec grand plaisir on fera peut-être pas le retour du roi, mais je sais pas, c'est bon signe s'il y a un épisode 3 dans 2 ans, non? Pour toi comme pour moi? Ouais, carrément. Comment j'ai planté Figures. Exactement. Voilà. Merci de me souhaiter ça pour finir l'épisode. Super réussi. Non, mais c'est sympa quand même. Hein. Ouais, non. J'écouterai l'épisode 3 et je me rappellerai de cette fin. Bon, en tout cas, un grand merci Virgile, et puis à la prochaine. Merci Alexis. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et